watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'update sur le procès de P. Diddy. Donc écoutez, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Désolée, hein, toujours en voix off, la semaine c'est assez compliqué pour filmer sans qu'il y ait les bruits des travaux. Donc je m'étais arrêtée au jour 12. Donc je reprends au jour 13, donc le 30 mai. Avant l'ouverture ce jour-là, le juge Arun Subramanian a discuté de la manière dont il pourrait permettre aux avocats de Sean Combs de passer plus de temps avec leurs clients pour se préparer en dehors des heures d'audience. C'est un petit peu blablaté paperasse. Ensuite, Mia, donc l'ancienne assistante de Sean Diddy Combs. Je vous ai parlé d'elle, elle avait déjà témoigné. Eh bien, elle revient témoigner. Mia, c'est un pseudonyme, hein, elle tient à garder son anonymat. Donc rappelez-vous, hein, elle a dit qu'elle avait subi des violences et des abus verbaux, physiques et lorsqu'elle était donc employée par Diddy. J'avais peur de lui, a-t-elle déclaré, et le jury a pu voir des messages de Diddy menaçant de parler à Cassie des agressions que Mia avait subies, mais avec un cadrage différent, témoigne-t-elle, comme si c'était de sa faute ou qu'elle y était pour quelque chose. Mia a également témoigné que Diddy avait menacé son emploi, sa vie en général, de nombreuses menaces par appel, SMS ainsi que courriel. Elle témoigne avoir été suspendue plusieurs fois de son travail pour différentes raisons, notamment pour s'être endormie accidentellement après être restée éveillée pendant des jours et avoir réagi à l'un des épisodes violents de Diddy. Donc elle a tenté de quitter son emploi, mais elle craignait que Diddy ne détruise sa réputation et qu'elle ne puisse pas trouver de travail ailleurs. Ensuite, a été abordée la question des publications sur les réseaux sociaux. Le jury a pu voir des photos publiées par Mia sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de Diddy. L'avocat de la défense, Brian Steele, a demandé à Mia comment elle pouvait publier des photos de l'anniversaire de Diddy. Et pour rappeler un petit peu de contexte, hein, pourquoi l'avocat de la défense insiste sur ces photos-là particulièrement, parce qu'elle a déclaré le jour d'avant que la première agression qu'elle avait subie de Diddy, et bien justement, elle s'était produite à l'Hotel Plaza de New York pour les 40 ans de Diddy. Donc en gros, s'il a abusé de toi, pourquoi tu publies des photos de son anniversaire sur les réseaux? Parce que c'est mon travail, en gros. Ensuite, il a continué à l'interroger sur les raisons pour lesquelles elle avait travaillé si longtemps pour Diddy, qu'elle avait fait des choses pour lui, comme créer un album photo pour ses 45 ans, genre scrapbooking, ainsi qu'une vidéo d'anniversaire, alors qu'elle a affirmé avoir subi des violences physiques et psychologiques pendant des années. Alors elle a déclaré que son thérapeute expliquerait ça mieux qu'elle, car dans une relation abusive, il y a un cycle de violence et qu'elle est une personne qui cherche à faire plaisir aux autres et qui veut simplement rendre les autres heureux. Alors je cite ses propos: J'étais jeune, manipulable et avide de survie. Je suis en train de démêler beaucoup de choses en thérapie. Personne n'était là pour dire que ce qui se passait était mal. Personne autour de nous n'a jamais bronché devant son comportement. J'étais toujours dans le pétrin et je cherchais toujours un moyen de m'en sortir. Donc elle déclare n'avoir menti à personne au sujet de l'agression présumée de Diddy, après que l'avocat de la défense ait suggéré à 3 reprises lors de son contre-interrogatoire qu'elle aurait inventé ces allégations. Alors, ensuite, elle a dit qu'elle avait adoré travailler dans le cinéma et la télévision, puisqu'elle travaillait pour Revolt Film, hein, donc de Diddy. Et quand elle a appris la fermeture de Revolt Film en 2016, elle a déclaré que ce départ lui avait semblé la pire chose au monde. Et elle confie aussi que son passage dans cette société était la seule vie qu'elle connaissait. Je ne voulais pas quitter l'entreprise que j'avais créée là où j'avais commencé pour voir mes rêves se réaliser. Bon, la journée s'est finie là-dessus. On reprenait donc le jour d'après, donc le 14e jour de procès, le 2 juin. Donc Mia, toujours appelée à témoigner. Elle dit qu'elle était psychologiquement sous l'emprise de Diddy. L'avocat de Diddy, toujours Brian Steele, l'a interrogée encore sur des SMS qu'elle avait envoyés à Diddy entre 2018 et 2023. Et dans l'un d'eux, Mia souhaitait de joyeuses fêtes à Diddy et lui disait « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive ». Dans un autre, elle lui a textoté qu'elle lui envoyait tout l'amour du monde après les funérailles de Kim Porter.
Et quand on l'a interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait envoyé ces messages à Didi, après la fin donc de son contrat, elle a déclaré qu'elle était toujours psychologiquement sous son emprise. Ensuite, elle déclare que lorsqu'elle était son assistante, Didi lui avait demandé de porter une caméra pour l'enregistrer avant que lui-même n'embauche des vidéastes à plein temps. Et Mia a témoigné qu'elle n'avait absolument aucune vidéo montrant Didi en train de l'insulter ou en train de piquer une crise, déclarant « Je n'aurais pas été autorisée à filmer cela ». Elle a ajouté qu'enregistrer Didi dans de telles situations aurait constitué une grave rupture de confiance, de loyauté et de confidentialité. Elle témoigne des violences verbales, physiques et qu'elle dit avoir subies lorsqu'elle était son employée, donc ils en ont reparlé. Ensuite, Mia a témoigné que Didi était au courant de ses SMS privés avec Cassie, car il lui avait volé son téléphone à plusieurs reprises. Elle ajoute qu'il avait également volé le téléphone de Cassie à plusieurs reprises et qu'il avait même installé des dispositifs de localisation sur sa voiture. Et elle a ensuite témoigné que même après son départ, on attendait d'elle qu'elle reste en contact permanent avec lui. Donc lors du contre-interrogatoire, lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a pas signalé les faits, elle dit qu'elle n'a jamais contacté les forces de l'ordre au sujet des abus qu'elle a subis de la part de Didi, ni même envisagé de les signaler, ni de demander à un tiers de le faire. Elle affirme n'avoir jamais révélé l'agression S ou les autres abus présumés au service des ressources humaines de Didi, déclarant « Il ne m'aurait pas cru et j'aurais été licenciée immédiatement » et que si elle avait révélé les faits, elle aurait eu le sentiment d'être présentée comme une folle qui invente tout. Elle témoigne également que promouvoir des événements et des projets sur sa propre page de médias sociaux faisait partie de son travail. Mais lorsque Didi estimait qu'elle ne faisait pas son travail, eh bien, il lui criait dessus, il l'humiliait, il se moquait d'elle, il menaçait son poste. Et elle a également fait référence à de précédentes publications sur les médias sociaux qui ont été présentées au jury, dans lesquelles elle souhaitait donc un joyeux anniversaire à Didi, précisant que publier pour son anniversaire faisait également partie de son travail. Si elle ne le faisait pas, elle aurait des ennuis. Donc elle craignait pour sa sécurité. Donc elle a réitéré ce qu'elle a dit précédemment, qu'elle ne se sentait pas capable de quitter son emploi, car elle pensait qu'elle aurait été dépouillée de toute crédibilité. Elle n'aurait pas pu trouver d'emploi dans le même secteur ou dans aucun autre, et elle aurait tout perdu. Et quand elle a tenté de quitter son emploi, le chef de cabinet de Didi lui a dit de retourner au travail. Elle a également déclaré qu'elle craignait pour sa sécurité physique, déclarant « Je connaissais simplement son pouvoir et sa colère ». Ensuite, il y a eu un autre témoin appelé, Sylvia Hocken, qui est directrice régionale des ventes et du marketing du Beverly Hills Hotel. Donc elle témoigne que les factures liées au séjour de Didi à l'hôtel incluaient des frais supplémentaires pour le ménage et les dégâts. L'une des factures incluait des frais de 500 $ pour des dégâts causés à cause de l'huile, tandis qu'une autre facture mentionnait des frais de 300 $ pour le nettoyage des rideaux. Et elle dit également se souvenir que certaines réservations de Didi avaient été effectuées sous le pseudonyme Frank Black, une référence au regretté rappeur et artiste de Bad Boy Records Notorious Big, surnommé Frank White. Ensuite, on arrive au 15e jour, c'était donc le 3 juin. Là, on a Derek Ferguson qui travaillait pour Didi en tant que directeur financier de ses sociétés. Donc, il a travaillé pour Didi de 1998 à 2017 et jusqu'en 2012, il a occupé le poste de directeur financier de Didi chez Bad Boy Entertainment. Et il a déclaré que ses responsabilités comprenaient l'établissement des budgets, la comptabilité et la tenue des registres, ainsi que la participation à certaines co-entreprises et partenariats stratégiques. Donc à ses débuts dans l'entreprise, ce Ferguson a témoigné qu'il interagissait assez régulièrement avec Didi, mais que leurs interactions sont devenues plus rares par la suite avec l'arrivée d'une direction plus professionnelle. À différentes périodes, il dit que les finances personnelles de Didi faisaient également partie de ses responsabilités en tant que responsable de son service financier. Il déclare que la plupart des cadres supérieurs de Bad Boy Entertainment possédaient des cartes d'entreprise American Express, y compris Didi, et que ce dernier débitait ses dépenses professionnelles et personnelles sur sa carte de temps à autre. Donc les membres de l'équipe de ce Ferguson déterminaient à quelle entreprise ou entité appartenait un débit, puis utilisaient le compte de cette entreprise pour le régler.
Donc il a quitté son emploi en 2017 et il déclare ne pas avoir souvent parlé à Didi sauf pour quelques petits détails liés à son départ et occasionnellement pendant les vacances. Et leur dernier échange, selon lui, remonte à 2024 lorsque Didi lui a envoyé un SMS pour lui demander de lui parler, mais Ferguson n'a pas répondu. Et lors de son contre-interrogatoire, ce Ferguson a témoigné que les impôts de l'entreprise étaient toujours correctement établis et qu'il ne tolérait aucune irrégularité financière sous sa direction. Donc il faisait tout son possible pour éviter que rien d'illégal se produise. Alors il dit également qu'il n'a jamais vu Didi commettre de crimes, d'actes de violence ou quoi que ce soit. Selon lui, Didi travaillait sans relâche, il était très passionné, donc voilà, RAS, rien à signaler, il avait un excellent sens des affaires. Ensuite, on est arrivé au 16e jour, le 4 juin, et là on a Franck Piazza qui est appelé à la barre, il est monteur audio et vidéo judiciaire. Alors ce monsieur Piazza, il a témoigné que les images de surveillance de l'hôtel Intercontinental où on voit donc Didi agresser Cassie n'avaient pas été retouchées manuellement et il déclare également avoir ralenti les images en temps réel car un processus technique de conversion de fichiers a accéléré la vidéo par inadvertance et donc le jury a pu visionner ces images pendant son témoignage. C'est au moins la 8e fois qu'il voit cette vidéo depuis le début du procès. Après, il y a eu d'autres vidéos que ce Piazza a qualifié de vidéo à caractère S et l'audio d'une autre vidéo intimement explicite. Donc elles auraient été enregistrées entre 2012 et 2014 et elles ont été récupérées à partir du profil d'utilisateur Frank Black, donc un pseudo de Didi, sur un ordinateur portable que Cassie a remis au gouvernement. Ensuite, on a eu une amie de Cassie qui s'appelle Brianna Bongolan, qui raconte l'incident du balcon. Donc elle témoigne d'une altercation qu'elle a eue avec Didi en 2016, au cours de laquelle elle déclare avoir été tenue au-dessus d'un balcon du 17e étage par Didi. Ensuite, il l'a jetée sur les meubles qu'il y avait sur ce balcon. Donc elle a été blessée, des ecchymoses à l'arrière de la jambe, des douleurs au cou. Elle souffre toujours de terreur nocturne et de paranoïa. Imaginez être suspendue au 17e étage, mon Dieu. Et elle raconte aussi des incidents lorsqu'elle séjournait à l'appartement de Cassie. Didi venait régulièrement frapper à sa porte au beau milieu de la nuit. Et à une occasion, cette Brianna raconte qu'ils ont été réveillés par Didi et qu'une fois à l'intérieur, il a lancé un couteau en direction de Cassie. Et elle dit qu'elle n'a pas appelé la police parce qu'elle avait tout simplement peur de Didi. Elle dit aussi avoir consommé des substances avec Cassie et Didi, notamment du canna, de la coco et de la kétamine. Elle dit que Cassie et elle-même, malgré une consommation hebdomadaire de substances ensemble, elles essayaient parfois de devenir sobres parce qu'elles voulaient s'améliorer. Et elle dit aussi qu'elles cuisinaient ensemble au lieu de consommer des substances, mais que ces périodes ne duraient jamais. Nous avions un problème, a-t-elle déclaré. Ensuite, elle parle d'un autre incident. Elle dit que Didi l'a menacée lors d'une séance photo avec Cassie sur une plage en 2016. Didi s'est approché tout près de moi et a dit quelque chose comme « Je suis le diable et je pourrais te tuer ». Elle témoigne qu'elle ignorait ce qui avait poussé Didi à dire cela, mais qu'elle était terrifiée. Et quand elle a été interrogée par le procureur sur les raisons pour lesquelles elle avait continué à voir Didi après ça, eh bien, cette Brianna répond honnêtement, je ne sais pas. Donc, elle témoigne qu'en 2024, elle a engagé l'avocat Tyrone Blackburn, qui avait réclamé de l'argent à Didi concernant donc cet incident du balcon. Elle a ensuite licencié Blackburn après avoir constaté que les informations qu'il contenait étaient erronées dans les documents de demande d'argent. Et la même année, cette Brianna a témoigné que le producteur de musique Rob Holiday l'avait appelé au nom de Didi, affirmant qu'il était autorisé à discuter d'un arrangement avec elle. Et peu de temps après, son avocat actuel l'a aidé à intenter une action en justice contre Didi pour 10 millions de dollars. Donc elle dit avoir intenté cette action parce qu'elle voulait obtenir justice pour ce qui était arrivé. Ensuite, elle est revenue témoigner le lendemain, donc le 17e jour de procès, le 5 juin. Et là, il y a eu une divergence de date qui a été notée par les avocats de Didi. Ils ont suggéré que l'incident du balcon n'aurait pas pu se produire, contrairement à ce qu'elle affirme, en raison de dates contradictoires. L'avocat de Didi
a affirmé qu'à ce moment-là, à la date qu'elle a donnée, Didi séjournait à l'hôtel et voyageait dans le New Jersey. Et Brianna a témoigné que, selon les métadonnées de son téléphone, une photo de sa jambe blessée, blessure qu'elle a reçue lorsqu'il l'a jetée sur ce balcon, avait été prise le matin même où elle prétend que l'incident s'était produit. Et lorsque l'avocat de la défense lui a demandé « Vous êtes d'accord qu'une personne ne peut pas être à 2 endroits en même temps ?» Elle a répondu en théorie « Oui, je ne peux pas répondre à cette question, mais je n'oublierai jamais. » Elle dit qu'elle a témoigné honnêtement, autant qu'elle s'en souvienne. Elle a reconnu ne pas se souvenir de tous les détails ni de la date exacte de l'incident, mais elle dit « Je n'oublierai jamais qu'il m'a tenue sur ce balcon. » Suite à ça, on a le juge qui a averti la défense que Sean Diddy pourrait être exclu de la salle d'audience s'il persistait à tenter d'interagir avec le jury. Alors en effet, il a vu Diddy à 2 reprises lors du témoignage de Brianna regarder le jury en hochant vigoureusement la tête. Donc, il avait déjà été vu hocher la tête lors du témoignage de George Claplan, son ancien assistant. Donc là, ça commence à faire beaucoup pour le juge. Donc il a déjà averti la défense de Diddy qui ne pouvait afficher aucune expression faciale ni tenter d'interagir avec le jury ou de l'influencer. C'est absolument inacceptable. Donc il a demandé à son avocat Marc Agnifilo est-ce que ça va se reproduire? Et il lui a répondu non, non, ça ne se reproduira pas. Donc voilà, effectivement, Didi qui fait des signes, des hochements de tête au jury, c'est interdit. Donc là, le juge, il blague pas trop. Et si ça devait se reproduire, il a déclaré qu'il laisserait le gouvernement déposer une demande d'instruction au jury sur la question et qu'il envisagerait des mesures plus sévères comme l'exclusion de Didi de la salle d'audience. Ensuite, on retourne donc au témoignage et là on a une Jane qui est venue donner un témoignage assez accablant. Elle raconte que lors d'un voyage aux Bahamas, elle a pris de l'exta avec Didi une dizaine de fois au cours de leur séjour de 9 jours. Elle déclare que la substance lui procurait une sensation de détente, d'euphorie et d'agitation intime, et que Didi lui en fournissait une dose à chaque fois qu'il buvait quelque chose. Donc elle a également témoigné qu'il lui avait viré 10 000 $ après voyage, car elle avait dû du coup s'absenter de son travail d'influenceuse. Et elle dit qu'en 2021, ça a été la première année de leur relation, donc elle est sortie avec Didi, cette Jane, et elle a commencé à évoquer l'idée d'avoir des relations S avec d'autres hommes, lui disant que c'était un fantasme. Donc elle dit qu'une nuit, Didi a invité un homme qu'il disait être de l'association Cowboys for Angels, et qu'au début elle s'était sentie euphorique par la relation intime qui a suivi cette rencontre, mais que ça avait ouvert une porte qu'elle n'a pas pu fermer pour tout le reste de leur relation. Donc elle dit qu'elle voulait simplement avoir des relations intimes avec Didi et pas avec d'autres hommes, mais elle dit j'avais peur de le perdre. Donc elle témoigne qu'un autre homme participait à leur relation intime à 90% du temps après ça, et qu'elle a accepté cette relation pendant quelques mois parce qu'elle voulait le rendre heureux et craignait de le perdre. Mais elle a ensuite confié à Didi qu'elle ne voulait pas avoir de relation S avec d'autres hommes. Elle a ajouté que Didi s'était montré dédaigneux lorsqu'elle a évoqué le sujet, et elle témoigne qu'elle avait commencé à se sentir frustrée et qu'elle se sentait obligée de se produire ces soirs-là pour lui, en partie parce qu'il payait son loyer, et elle dit que sa relation avec Didi affectait sa capacité à travailler et à gagner sa vie. J'étais vraiment absorbée par Sean, et que sa présence en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux avait diminué après avoir donné la priorité à sa relation avec Didi, et donc il lui donnait périodiquement entre 5 000 et 20 000 $. Ensuite, elle parle des nuits à l'hôtel. Donc là, elle s'est un peu mise à pleurer, quoi. Il y a les mouchoirs, comme on peut voir donc sur les dessins. Elle dit que donc ces nuits à l'hôtel passées avec Didi, ça a eu lieu dans plusieurs villes. Elle dit que Didi organisait les voyages et que ces rencontres S incluaient donc un partenaire masculin en plus, et ça suivait toujours en fait le même schéma précis, et ça durait parfois plus de 24 heures. Ensuite, la journée s'est achevée, on a repris le jour d'après, donc le 18e jour du procès, le 6 juin.
Jane revient à la barre. Alors là, elle raconte donc ses débuts passionnants avec Didi. Au début, ça allait très bien et au fil du temps, c'est devenu moins bien. Elle est devenue de plus en plus mal à l'aise face à leur dynamique intime et à l'approfondissement de leurs liens financiers. Donc en 2023, cette Jane déclare avoir discuté avec Didi de son souhait d'arrêter ses nuits à l'hôtel. On comprend que c'est des freak-off. Et elle lui a fait part par SMS de son souhait de revenir à l'époque où ils avaient commencé à sortir ensemble. Et dans ce message, elle a ajouté qu'elle ne voulait pas se sentir obligée de se produire pour lui ces nuits-là. C'était comme une sorte de prestation en fait pour elle. Alors ensuite, elle raconte un petit peu plus de détails sur ses nuits à l'hôtel. Donc Didi facilitait les choses, on va dire, en fournissant des substances. Et elle dit qu'elle détestait les hommes qui les rejoignaient. Elle a proposé de les choisir elle-même. Et finalement, Didi a accepté. Elle déclare aussi que l'un de ses artistes, comme il les appelle, donc ces hommes, qu'elle avait choisi portait le nom de scène Sly et qu'il participait régulièrement à des nuits d'hôtel et que ça se passait aussi bien à Los Angeles qu'à Miami, qu'à New York. Et l'agent de voyage de Didi l'aidait parfois à réserver les séjours et c'est Didi qui payait. Donc ce fameux Sly, un de ces artistes, recevait entre 10 000 et 4 000 dollars par nuit, généralement en espèces de la part de Didi, et elle détaille aussi ses relations intimes avec d'autres hommes. Donc elle ignore combien d'hommes différents elle a eu pendant ces nuits d'hôtel au cours de sa relation avec Didi. Ensuite, elle déclare avoir organisé des performances intimes que Didi enregistrait sur son téléphone portable juste pour lui, même si elle ne le souhaitait pas. Mais elle a obéi car elle l'aimait profondément. C'est sensiblement la même chose que Cassie. Et la procureure Maureen Comet a montré au jury 15 photos qui, selon Jane, avaient été prises lors d'une nuit à l'hôtel. Ensuite, elle a parlé de ses problèmes de santé. Elle dit que ses épaules et son dos lui faisaient mal à chaque fois qu'elle faisait donc ces espèces de freak-off, car elle devait rester dans certaines positions pendant de nombreuses heures. C'est ce que mon partenaire voulait voir, voilà, selon ses mots. Donc elle dit qu'elle souffrait souvent d'infections urinaires et de mycoses à cause de ces nuits, et qu'il lui arrivait parfois de ne pas récupérer complètement avant la nuit d'hôtel suivante. Donc elle dit ignorer combien de fois elle a dit à Didi qu'elle voulait mettre fin à toutes ces nuits-là, mais c'était toujours par SMS. Et lorsqu'elle essayait de lui dire au téléphone ou en personne, il prenait le dessus et devenait sur la défensive, dénigrant et méprisant. Donc vers la fin de leur relation en 2024, elle déclare que Didi lui a confié qu'il n'avait jamais su qu'elle ne voulait pas participer à ses nuits. Et sur le moment, elle l'a cru, mais qu'en regardant ses SMS avec lui plus tard, elle a réalisé qu'elle avait toujours exprimé ses sentiments depuis 2021. Donc elle a lu à haute voix dans le procès les SMS qu'elle lui avait envoyés en novembre 2021 où elle décrivait se sentir maltraitée et avoir besoin de souffler un peu et de faire une pause avec lui. Elle raconte s'être sentie le cœur brisé après que Didi eut dévoilé une nouvelle relation amoureuse avec une autre femme peu après avoir participé à une soirée d'hôtel le jour de son anniversaire, donc trahison, disgrâce. Elle fait une freak-off pour lui et quelques jours plus tard, le type il sort avec une autre fille. En plus, cette soirée-là, il y a eu 3 hommes carrément qu'elle avait dû voir lors de cette nuit. Donc elle avait l'impression qu'il la traitait différemment des autres, qu'elle devait gagner des choses essentielles dans leur relation comme l'amour, le respect, le romantisme. Elle dit qu'elle s'était sentie comme une travailleuse du S dans sa propre relation. C'était un sombre secret honteux et elle a rompu net vers mars 2024. C'est Didi en fait qui a suggéré qu'elle et lui devaient se séparer pacifiquement. Il espérait une rupture nette. Donc quand ils ont rompu, pendant 3 mois, Didi a encore payé son loyer jusqu'à ce qu'elle puisse s'en sortir elle-même. Ensuite, elle dit qu'après les perquisitions du département de la sécurité intérieure aux résidences de Didi en mars 2024, elle dit qu'elle a tenté de contacter Didi parce que ce département de sécurité intérieure lui avait laissé une carte de visite. Et peu après ces perquisitions, Didi a engagé un avocat pour elle, même avocat qui la représente aujourd'hui et dont Didi continue de payer les services. Ensuite, elle a parlé d'une terrible journée où elle s'est disputée avec Didi après l'avoir confronté au sujet qu'il voyait une autre femme. C'était lors d'un voyage. Elle dit qu'elle lui a poussé la tête contre un comptoir en marbre et qu'elle lui a acheté des bougies
Mais apparemment, il n'avait pas de traces, enfin, en tout cas, elle n'a pas vu de traces sur lui. Mais du coup, Didi, il l'a frappé. Donc, il lui a donné des coups de pied, il l'a soulevé, il l'a étranglé. Donc, après cette altercation physique, elle témoigne que Didi lui a ordonné de se maquiller pour dissimuler ses blessures et de prendre une pilule d'Exta, parce qu'il avait invité un autre artiste, donc un autre homme, et elle lui aurait répondu: Je ne veux pas. Mais il s'est approché de son visage et lui a dit: Est-ce de la coercition? Donc elle témoigne avoir finalement eu des relations intimes avec cet artiste sous les yeux de Didi. Donc après le départ de Didi, son assistante lui a déposé entre 10 000 et 12 000 dollars en espèces pour indemniser l'artiste et réparer les dommages causés à son domicile, notamment 4 portes endommagées par Didi lors de leur altercation de la veille. Et peu après, elle déclare qu'elle et Didi ont discuté de rupture et de rapprochement. Enfin voilà quoi, c'est un peu n'importe quoi. Ils ont continué à communiquer jusqu'à son arrestation. Et elle déclare avoir vu Didi pour la dernière fois en personne à son domicile à Miami en août 2024. Donc ensuite, elle est encore revenue le lendemain, donc le 20e jour, le 10 juin. Donc là, c'est l'avocate de Didi qui l'a interrogée. Elle lui demandait si elle regrettait ses choix durant sa relation avec Didi, et Jane a déclaré: Je lui en veux de m'avoir conduite au mode de vie qu'il m'a imposé. Ces choix ont été faits sous une forte pression émotionnelle. Et elle déclare avoir pris de l'exta parce qu'elle sentait que Didi attendait d'elle qu'elle le fasse. Et elle dit que malgré son ressentiment, elle l'aimait toujours. Elle était fascinée par lui et qui lui remontait le moral. Donc il a été également un soutien financier. Il lui a envoyé plus de 150 000 dollars au cours de leur relation. Elle dit: Je n'ai jamais vraiment compté, mais je suppose que oui, c'est proche de ce montant-là. Donc il a investi environ 20 000 dollars dans sa ligne de vêtements, et en dehors de leur relation, il payait 10 000 dollars par mois pour son loyer. Elle dit aussi qu'elle recevait 4 700 dollars par mois de pension alimentaire pour enfants d'une autre source. Et quand elle fréquentait Didi, elle déclare n'avoir gagné environ que 10% de son revenu potentiel en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle déclare également avoir apprécié certains aspects de leur soirée à l'hôtel. Le moment où lui et moi étions ensemble, oui, j'adorais ça. Et que ces moments-là se produisaient avant l'arrivée de l'artiste et après son départ. Voilà, in fine, elle dit qu'elle a accepté d'avoir ses relations S avec d'autres hommes parce qu'elle pensait que c'était le seul moyen de voir Didi. Voilà, en substance. Ensuite, le 21e jour de procès, donc le 11 juin, elle est quand même revenue encore témoigner. Donc elle a parlé d'une longue nuit à l'hôtel. C'était aux alentours du Nouvel An 2022. Elle dit que ça a duré 3 jours. Effectivement, c'est une très longue nuit. 3 jours, ça impliquait 3 hommes. Et que c'est là, du coup, qu'après, elle l'a vu avec une autre femme. Bref, voilà, ça a été le contre-interrogatoire. Donc ils sont revenus là-dessus. Donc je vous passe les détails. Ensuite, on a eu le 22e jour de procès. Donc c'était le 12 juin. Elle est encore revenue témoigner. Ça a duré longtemps son témoignage. Elle dit qu'elle a constaté des changements positifs chez Didi après le dépôt de plainte de Cassie, affirmant qu'il avait connu une certaine évolution dans leur relation après leur rupture et leur réconciliation. Elle a dit se sentir plus capable de s'affirmer et que Didi était plus affectueux et passait plus de temps de qualité avec elle. Et elle confirme qu'elle se sentait plus proche de lui et que son amour pour lui s'était renforcé. Bon, après, le point de rupture a quand même été l'altercation qu'elle a eue avec lui en 2024 au sujet de l'autre femme. Oui, bon, quand même, tu m'étonnes. Bon, après, c'est revenu en contre-interrogatoire tout ça, mais rien de fou. C'est toujours la même chose, en fait, on tourne en rond. Oui, en fait, ces femmes-là, elles subissent l'impensable par amour. C'est tout le temps la même chose. Et puis aussi, elles sont dépendantes financièrement. C'est toujours le même cycle qui revient. Ensuite, il y a eu un agent spécial qui est venu témoigner, l'agent André Lamon. Il a déclaré que les enquêtes de la sécurité intérieure avaient récupéré environ 200 bouteilles d'huile pour bébé et 900 bouteilles de lubrifiant intime au domicile de Didi. Donc le jury a pu voir des photos, des cartons, 16 cartons remplis de bouteilles de lubrifiant empilés dans le garage de Didi, des photos avec des sacs d'huile, enfin voilà, des photos qui expriment un petit peu tout ce qu'il a pu voir. Il a aussi retrouvé de la kétamine, de la MD, 6 armes à feu, des chargeurs, des munitions. Et ça, c'était dans la salle de sécurité de la maison. Donc il confirme qu'il savait qu'une équipe de sécurité protégeait le domicile de Didi et qu'une salle de sécurité dédiée avait été aménagée et où toutes les armes à feu ont été récupérées. Il n'y avait pas d'armes ni de munitions
dans le reste de la maison, hormis donc ce bureau de sécurité. Il y a aussi eu la visite de Kanye West. Il est resté 40 minutes, mais il n'a rien dit. Il est juste venu pour soutenir Didi. Ensuite, il y a eu un autre assistant de Didi qui est venu témoigner, Jonathan Perez. Il a bossé pour Didi de décembre 2021 à septembre 2024. Son salaire annuel était de 85 000 dollars avant d'atteindre 100 000 dollars. Ensuite, il y a eu Christina Coram, chef de cabinet de Didi. C'était la supérieure hiérarchique directe de ce Jonathan Perez. Cette Christina et Didi entretenaient de bonnes relations de travail. Certains jours même, ils avaient une bonne relation personnelle. Et ils ont parlé de leurs horaires de travail. Donc l'assistant, là, c'était de 9h à 21h. Il y avait un autre assistant personnel qui assurait le service de nuit une fois son travail terminé. Bon, il n'y a rien de très fou. Il parle des soirées royales de Didi. Donc c'est les moments où Didi se rendait à l'hôtel pour être en tête-à-tête avec une femme. Il parle effectivement de cette Jane. Il dit que c'était une amie, une compagne. Il ne savait pas trop exactement et qu'il fallait beaucoup de matériel d'emballage pour s'assurer qu'il y avait tout ce dont Didi avait besoin pendant les 12 à 24 heures de ces soirées sans déranger personne. Donc ce Pérez, il apportait de la nourriture, de l'alcool, de la musique, des lumières rouges, des préservatifs, du lubrifiant, parfois du miel, car le miel stimule la libido selon lui. Il lui arrivait même d'aller dans des sex shops pour acheter des tenues pour adultes et des talons hauts. Il payait avec sa carte professionnelle ou en espèces et il était aussi chargé de ranger après ces soirées royales. Donc il y avait un peu de désordre, voilà, des draps, des serviettes, des huiles. Et son boulot à lui, c'était de s'assurer qu'aucun objet ne soit oublié. Il témoigne aussi que Didier, son invité, semblait fatigué lorsqu'il les revoyait après une soirée royale, tu m'étonnes, et que le personnel de Didi organisait généralement un repas, un massage ou une perfusion pour lui après une soirée royale. Et il déclare aussi être un jour tombé sur une vidéo de Jane en compagnie d'un autre homme se livrant à des activités intimes. Et il était aussi chargé parfois de se fournir en substances pour Didi. Donc on est passé au 23e jour de procès, le 13 juin. Alors là, le juge a récusé le juré numéro 6 en raison de ses déclarations contradictoires sur son lieu de résidence et ses relations avec ses proches. Donc il a été remplacé par le premier juré suppléant. Ensuite, le jury a pu écouter 2 enregistrements qu'on a retrouvés sur les appareils de Christina Coram. Des appels téléphoniques entre Didi et sa petite amie de l'époque, Jane, quelques jours après le procès de Cassie en novembre 2023. Le jury a également vu des photos récupérées sur l'appareil de cette Coram qui montraient des messages sur un autre téléphone, également des photos qui ont été prises le 28 décembre 2023. Donc il y avait quoi dans ces messages? Tu es le seul opportuniste ici, tu m'as exploité à mort, tu as gagné 3 ans d'exploitation et 3 ans de plaisir avec mon corps. Donc ça c'est des messages de Jane. Après voilà, il y a, comme je vous ai dit, donc le jury a pu voir des vidéos de scènes intimes assez explicites, des extraits vidéo réalisés en octobre 2012, octobre 2014, décembre 2014. Ensuite, pendant le 24e jour, c'est pas très intéressant. On a encore eu des échanges de textos qui ont été montrés au jury entre Jane et Didi. Ça reprend un petit peu tout ce qui a été dit, donc c'est pas tellement intéressant, je vous le cache pas, donc je vous la fais très courte. Ça parle de sac à main Chanel que Didi avait offert à Jane, et elle soutient qu'elle a quand même eu un traumatisme, il lui a acheté voilà, des sacs, des bottes, et elle lui disait ah bon, combien coûte mon corps? C'est marrant, ça me fait un peu penser à la... Enfin c'est marrant, vous avez compris, ça me fait exactement penser au clip de Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing. On sait que ce clip, cette chanson, ça a été fait pour Didi. Et bah Jane, c'est un petit peu pareil, quoi. Finalement, il la couvrait de cadeaux, mais bon, voilà quoi. Elle parle de relations polyamoureuses, vu qu'il voyait d'autres filles. C'était difficile pour moi, ce déséquilibre de traitement. Je ne me suis pas inscrite pour sortir avec un homme qui était en couple avec quelqu'un d'autre. Et il y a quand même eu quelque chose d'intéressant qui est ressorti, c'est que l'avocate de Didi, lors de son contre-interrogatoire, elle a posé des questions sur le rôle des employés de Didi pendant leur relation de 3 ans. Elle cherchait à dissocier en fait les assistants et la sécurité de Didi des actes illégaux présumés.
Elle dit qu'il était important qu'aucun de ses employés ne soit au courant de l'existence des artistes, ou des escortes, de ces soirées. Et Jane répond exactement. Elle souligne que Didi avait commencé à organiser ses soirées dans des résidences privées plutôt que dans des chambres d'hôtel afin de garantir la confidentialité des événements. Mais elle a quand même témoigné que Christina Coram, directrice de cabinet de Didi, était son cerveau droit, son bras droit, et elle était généralement au courant de ses activités. Elle déclare aussi au jury que Didi avait tenté de la tenir à l'écart du processus de réservation et de paiement des escortes pour les ébats intimes. L'avocate demande est-ce que cette Coram savait que des escortes rejoignaient les hôtels? Jane a répondu je ne pense pas. Donc en fait, en dissociant les employés de Didi des crimes présumés, donc trafic S, ce témoignage peut aider les avocats de la défense à mettre en doute l'allégation de l'accusation selon laquelle Didi aurait utilisé son empire commercial pour commettre ces crimes. Et pour condamner Didi pour association de malfaiteurs, les jurés devraient conclure que Didi s'est appuyé sur d'autres personnes, comme ses agents de sécurité ou ses assistants, pour commettre au moins 2 crimes connexes. Voilà, et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous ferai la suite des jours 25, 26, etc. Je vous l'ai vraiment fait courte parce qu'au final, le seul témoignage qui a été intéressant dans ces derniers jours-là, c'était le témoignage de cette Jane. Et le témoignage de cette Jane, donc on a compris que c'était après Cassie, il est sensiblement le même que Cassie, à part qu'elle a subi beaucoup moins de coups. Il y en a eu une seule altercation, mais elle a subi les freak-off également. Et elle n'était pas d'accord, mais tout comme Cassie, elle était amoureuse de Didi, elle avait l'impression qu'elle devait passer par là pour avoir son amour, pour avoir son affection, ou ne serait-ce même que pour passer du temps avec lui. Finalement, c'est la seule chose qu'il y a à retenir de tous ces jours-là. Après, il y a eu beaucoup de paperasse, beaucoup de photos, de vidéos qui ont été montrées donc au jury. On sait en substance donc ce qu'ils ont vu. Voilà, c'est surtout le témoignage de cette Jane qui a été assez explosif. Et également la fin du témoignage de Mia, son assistante, qui a pris cher. Elle, c'était pas une petite amie, c'était une assistante. Et elle a été VIOLE, vous avez compris, par Didi. Donc on continue dans les échelles de l'horreur, mais on continue à se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est du trafic S? Les escortes, est-ce qu'ils étaient bien amenés dans d'autres villes ou est-ce qu'ils les contactaient dans ces villes-là? Enfin, on en revient toujours au même truc, quoi. On ne sait pas vraiment plus que ça. Je n'arrive pas à imaginer la fin de ce procès. S'il n'arrive pas à prouver tous les chefs d'accusation, Didi s'en sort. Là, pour l'instant, on n'a que des petites copines à qui il a plus ou moins imposé des orgies. Voilà, faut dire les termes. Mais elles ont accepté. C'était pas sous la contrainte. Après, on a des témoignages de personnes quand même qui ont été suspendues au-dessus d'un balcon. C'est pas cool. Mais est-ce que c'est pour tout ça que là, Didi, elle est sur le banc des accusés? Pas vraiment. Au final, il faut essayer dans tous ces témoignages-là de trouver des éléments qui confirment les accusations. Pour l'instant, je trouve que malgré les horreurs des témoignages qu'on a, attention, malgré les horreurs des témoignages qu'on a, j'ai l'impression quand même que ça ne confirme pas les accusations qui pèsent contre Didi. On verra, je vous tiens au courant de la suite. Écoutez, je vous laisse là pour cet épisode. En fait, c'est un épisode de type podcast à chaque fois. Pas obligé de regarder donc la vidéo. Vous pouvez m'écouter dans votre voiture, n'importe où. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dimanche.